Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Love & Geek, le podcast autour de la culture geek où l'objectif est d'être subjectif. Ouh là 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 là, ouh là 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 là, on a du lourd, on a du très très lourd aujourd'hui car on va vous consacrer un podcast entier sur l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin ou encore SNK si on a la flemme de le dire en entier. Alors avant de se lancer à corps perdu dans le débat, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur vos plateformes d'écoute habituelles et pensez à activer les notifs pour ne pas en perdre une miette. Comme à son habitude, ma partenaire est là. Si j'étais RN, elle serait donc Mikasa. Chaton va bien évidemment partager ses impressions. Coucou mon chaton. Coucou mon Floum, alors ? Bah écoute, moi je sais pas toi, mais moi je suis encore un peu abasourdi par la fin, par tout ce qu'on a vu, par cette époque qui se termine. En fait, j'arrive pas à me dire que ça y est, c'est terminé quoi. Oui, je te rejoins là-dessus. Moi aussi, ça m'a fait vraiment un petit quelque chose. Ça m'a un petit peu mis dans un état même de tristesse. Bah ouais, ça fait 7 ans qu'on était dessus quand même. Oui, tout à fait. Donc j'étais quand même assez triste que ça se termine, même si je suis très contente d'avoir pu vivre ça, vivre l'expérience SNK à tes côtés. J'ai enfilé mon équipement tridimensionnel. Je suis parée pour ce podcast. Alors attention, alerte spoil quand même. On va faire notre maximum pour rester évasif, même si vous nous suivez un petit peu déjà, vous savez qu'on a le spoil un peu facile. Donc promis, on va faire des efforts. Cependant, si cette œuvre vous intéresse, ou si vous êtes en cours de visionnage, prêtez l'oreille avec attention afin de couper au moment opportun. Ça serait vraiment trop dommage de se spoiler sur une œuvre aussi palpitante. Aujourd'hui, on va donc vous livrer toutes nos impressions sur l'attaque des titans, un ovni incroyable issu du manga signé Hajime Isayama. C'est parti, jingle. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de mots de vocabulaire. Faut que ce soit green, ok? Alors, on va déjà vous parler de l'œuvre d'une manière générale. Qu'est-ce que c'est l'attaque des titans ? C'est déjà un manga à la base qui a vu sa première parution en 2009. Il y a d'ailleurs, petite parenthèse, une très belle édition colossale qui est en cours d'édition. Mais nous, Comme on va le plus... Titan. Voilà, qui est colossale, qui est grosse, qui est belle, qui est trop forte, qui est puissante. C'est une super édition. J'ai commencé à l'acheter. Je peux conseiller à tout lecteur de manga de le faire. Mais nous, on va plus s'attarder aujourd'hui sur l'animé. Animé qui est magnifique, on en parlera plus en détail après, avec 4 saisons, avec plusieurs longs métrages. Et nous, on a commencé d'ailleurs par ça. C'est ce qui fait aussi que le passage au manga peut être un petit peu difficile sur une qualité graphique un peu plus grattée, qui est un peu plus sur le vif. Mais nous, on va vous parler de Tu peux dire que c'était pas très bien dessiné au départ. Honnêtement, franchement, j'ai trouvé ça moche. À la base, j'avais commencé par la saison 1 de l'Attaque des Titans. Je me suis dit, trop bien, il faut que je les achète en manga. Et quand j'ai ouvert les bouquins, je suis tombé un peu dénu, tellement l'animé était beau. Par contre, il y a une intensité dans le crayon, une agressivité dans les traits qui est remarquable. Mais il faut un petit temps d'adaptation quand même. De toute façon, pour nous, et je pense qu'on est unanime là-dessus, c'est une œuvre que tout le monde devrait voir et je pense que tout le monde peut l'apprécier. Oui, c'est magistral. On peut à la limite, on peut se dire c'est pas trop mon style, mais personne pourra dire ah non c'est trop mal fait, j'ai trouvé ça tout pourri quoi. Ouais, mais c'est impossible. C'est palpitant du début jusqu'à la fin. Oui. Il n'y a pas un moment où je me suis ennuyé. Même les phases un petit peu plus calmes, il y a tellement des infos qu'on attend depuis longtemps. On est vraiment scotché sur notre canapé. Et c'est une œuvre, c'est un manga qui est vraiment à part. Il est unique en son genre. Je pourrais pas le décrire autrement. Oui, en fait, il y a les codes du manga, mais qui sont également associés. Pour moi, je fais un gros parallèle entre SNK et des grosses productions américaines comme Game of Thrones, Walking Dead, avec des plot twists, avec le dévoilement épisode par épisode des secrets de l'intrigue. Donc pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez mainstream, en fait, qui est vraiment tout public. Ouais, et je trouve que ce qui fait que ça marche bien, justement, c'est qu'il y a un équilibre parfait entre les phases de combat, la qualité du scénario, le côté dramatique, l'exploration des sentiments, le travail sur les personnages.
Tout est dosé, tout a son importance. Chose qui dans le manga peut être très difficile à retrouver. Généralement, il y a un facteur qui est très développé au détriment du reste. Et là, il y a une espèce d'osmose entre tout ça qui est bluffante, hein, pour ma part. Tu parlais justement de l'intrigue, tu parlais de la trame. On va faire un point là-dessus parce que pour moi, l'évolution du scénario, c'est le gros point fort de cette œuvre-là. On sent qu'il y a une maîtrise totale du début jusqu'à la fin. Oui, quand on voit l'importance de la première scène, du premier épisode, et la résonance qu'on retrouve quelques saisons plus tard, on se dit que rien n'est laissé au hasard et que le scénario, il est chiadé comme jamais, quoi. Oui, chaque détail compte. Comme tu le parlais des secrets, justement, il y a un travail énorme qui est fait sur la qualité de l'intrigue et notamment à quel moment on nous dévoile des informations capitales, croustillantes, mais c'est fait avec beaucoup de justesse parce qu'à chaque fois qu'on apprend quelque chose, t'as un épaississement du mystère qui arrive, t'as ce côté arborescent un petit peu de l'intrigue et c'est parfaitement bien dosé. Oui, en fait, l'auteur, il nous fait vivre une expérience à part entière. Il veut nous faire vivre des émotions fortes. Quand on a l'impression d'enfin comprendre quelque chose, on est obligé de dire « Attends, là, je m'épose parce qu'en fait, je pensais avoir compris, mais en fait, non. Il y a encore autre chose derrière et je trouve qu'il est très fort pour ça. Et nous, en tant que spectateurs, on est forcément emportés par toutes ces énigmes. On s'est fait plusieurs visionnages d'ailleurs de certains épisodes, certaines scènes. On a même potassé un petit peu ce qui se disait sur internet tellement des fois il fallait s'accrocher pour comprendre chaque détail, chaque importance, chaque portée. Parce que comme toute œuvre jusqu'au boutiste, il faut être dans une ambiance propice. Pour moi, c'est pas quelque chose qu'on peut regarder en diagonale ou du coin de l'œil. Si on veut comprendre parfaitement les tenants, les aboutissants, tout ce qui va driver cette œuvre-là, il faut être dedans, il faut être à fond dedans. Ce qui m'a séduit, c'est que tu as un début en fanfare. Tu regardes les premiers épisodes, tu te prends déjà une claque graphique, mais tu te prends une claque scénaristique. Et on a eu droit à une fin en apothéose. J'ai rarement, moi, découvert une œuvre aussi aboutie. Oui. Il n'a pas construit son récit au fur et à mesure des tomes. Il avait son récit et il l'a mis sur planche après. Et je trouve que ça se sent. Tout à fait. Pour ma part, effectivement, c'était dès le premier épisode une grosse claque parce que on a à peu près 10 minutes d'animé où on plante le décor et puis on a l'attaque des titans qui arrive brusquement. Ouais. Donc l'animé n'a jamais aussi bien porté son nom qu'après 10 minutes d'animé. Donc moi ça déjà, j'ai trouvé que ça m'avait scotché personnellement parce que c'est censé être un shonen déjà. C'est un shonen qui est quand même un peu hard. Hein, ouais. Parce que c'est les shonen plus où t'as une frontière qui est hyper floue entre le côté shonen, seinen. Mais quand même, je trouve... Alors moi, je vais parler plutôt en arc, quand je vais parler plutôt qu'en saison. Je vais dire que le premier arc, pour moi, c'est celui qui est le plus shonen de tous les arcs, parce que c'est celui où on a la mise en place du décor, on a l'entraînement également des protagonistes, on a après également la présentation de tous les personnages secondaires, et on a une quête qui pour moi est très shonen, c'est déjà battre un titan en particulier. Voilà, on a l'impression que le grand méchant loup, c'est le titan féminin, et que c'est cet objectif-là sur le premier arc. Oui, il y a cette envie de découvrir ce qu'il y a au-delà des murs, il y a un petit peu cette ambition commune, il y a une vraie coalition de tout le monde sur l'envie d'aller de l'avant, l'envie de s'en sortir, il y a une union, il y a ce côté très, comme on pourrait dire dans le manga, très neketsu, très vivant, où on se bat pour nos ambitions, nos objectifs. Pour moi, le deuxième arc, alors c'est mon préféré. La saison 2, c'est vraiment pour moi ma préférée parce que je trouve que même au niveau de l'animation, c'est la meilleure. Je trouve que le premier arc est super, mais un petit peu brouillon encore. Alors que je trouve que le deuxième, il est hyper abouti. Il est parfait. C'est également pour moi l'arc des plot twists. Et tu sais que j'adore les plot twists. C'est ce qui fait vivre intensément l'œuvre aussi, c'est tous ces rebondissements-là. Voilà, c'est celui où on va découvrir également, là d'un coup, alors on part
d'une toute petite chose qui est un titan infiltré. Et là, on va d'un coup partir sur plusieurs titans qui sont là, certains infiltrés, certains non. Et là tout de suite ça prend hop, on dézoome un petit peu la scène et on se rend compte que il se passe plein de choses. On a la présentation également d'un titan mystérieux, le titan bestial qu'on va rencontrer à ce moment-là dans la saison 2 au tout départ. Et puis surtout on a pour moi une des meilleures scènes, c'est ce qui se passe dans la tour abandonnée, tu sais. Alors là où chacun se méfie les uns des autres, où on a l'impression, pour moi j'ai l'impression à ce moment-là d'être dans un thriller, donc vraiment. Et j'ai adoré cet arc-là. Il y a beaucoup d'intensité à ce moment-là entre les personnages. Ouais. Et je trouve que, tu vois, à ce moment-là, on a une lourdeur dans l'animé qui est plus du tout shonen, qui est plus du tout comme le premier arc. C'est vraiment c'est un moment qui, pour moi, était difficile à passer, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je souffrais avec les personnages. J'avais envie vraiment de savoir ce qui se passait, de connaître la suite. Donc, pour moi, il y avait un énorme contre-pied narratif dans ce deuxième arc. Troisième arc, je dirais que c'est celui que j'ai le moins aimé, et pourtant c'est l'arc des révélations. Oui, tu vois. Il y a beaucoup d'informations à ce moment-là. Voilà, et là, il faut s'accrocher. Ouais. C'est vrai qu'on part des titans qui sont un peu bébêtes, qui courent partout, qui mangent les humains, à un espèce de complot beaucoup plus intense, où on se rend compte que les titans les plus dangereux sont issus d'humains, et qu'ils ont cette capacité à être infiltrés, et on commence à douter de tout le monde, on ne connaît pas leurs intentions, leurs ambitions, pourquoi ils font ça, et on en apprend beaucoup à ce moment-là, justement. Oui. C'était un kiff énorme d'avoir toutes ces informations-là, même si c'est lourd dans le récit et dans la conduite des épisodes. On apprend une bonne partie des choses qu'on voulait savoir. Ouais. La première partie, je l'ai pas trop aimée parce que voilà, c'était un peu les révélations, ça concernait Historia, j'ai trouvé que c'était ce qu'il y avait de moins bon dans SNK. Par contre, dans la deuxième partie, il y a quand même le combat le plus épique. Oh là là. J'en ai des frissons. Pour moi, de tout le manga, d'ailleurs. Mais même après, alors pour moi, c'est la scène la plus intense, tout le manga confondu. Tout à fait. Je sais de quoi tu vas parler, je le sens. Avec notamment une entrée en matière par un de mes personnages préférés qui est vraiment trop sympa. Enfin, là, à ce moment-là, je pense qu'on vit le manga. T'es obligé de le vivre à 200%. Oui, en plus, ce qu'on dit pas depuis le début, c'est qu'il y a le côté dramatique de l'œuvre est poussé à l'extrême. Comme Game of Thrones, où chaque personnage, on a l'impression qu'ils sont sur la sellette tout le temps. Les personnages que tu aimes bien, ils peuvent passer l'arme à gauche à tout moment. Et on est à un moment du récit, justement, dans ce troisième arc, où on a plus d'espoir. Ouais, et je trouve que justement là est toute la force du scénario à ce moment-là, c'est que cet arc, pour moi, les moments forts vont être liés à des personnages secondaires. On oublierait presque Eren à ce moment-là. On l'oublie, et a posteriori, maintenant que je connais la fin, j'ai envie de dire, pour moi, c'est complètement voulu de nous faire oublier Eren, de nous faire connaître un point de vue, de nous faire nous attacher à d'autres personnages, et je trouve que c'est pareil. À ce moment-là, je trouve ça super. Donc moi, troisième saison aussi parfaite, et puis la quatrième qu'on a attendue qu'on développera un petit peu aussi voilà, qu'on développera plus. Donc là je vais simplement dire on va dire un petit résumé. En fait il y a une ellipse qui se passe, on se retrouve 2-3 ans plus tard, je crois, et surtout on se retrouve pas au même endroit, mais j'ai adoré. Vraiment, parce que surtout que ça correspond à un changement de studio. Donc il y avait quand même une grosse crainte. Voilà, donc il y avait vraiment une énorme crainte que ça soit, qu'ils soient pas à la hauteur, parce que c'était vraiment génial. Et je trouve qu'ils ont un autre style. Moi personnellement, je trouve vraiment que moi je l'ai senti le changement de studio. De studio, ouais. Je l'ai vraiment senti dans les dessins, dans l'ambiance, dans le décor, mais finalement avec l'ellipse, ça passe super bien. C'était le moment où il fallait le faire, en fait. Complètement. Fallait pas le faire sur une autre saison, il pouvait le faire qu'à ce moment-là. Et ça, on en discutera plus tard, mais j'adore également cette saison 4. Du coup, effectivement, le scénario, il évolue d'une manière, pour moi, qui est de plus en plus sombre, qui est de plus en plus psychologique. Et avec ça, on va avoir également une évolution des personnages.
Et là, c'est là, je trouve également qu'on voit tout le travail de l'auteur, c'est que ces personnages-là, ils sont tous ultra travaillés. Pour moi, il n'y en a aucun qui est laissé de côté. Ils ont tous une évolution, ce ne sont pas les mêmes dans la première saison et dans la 4e. Et là, on va pouvoir en discuter un petit peu plus, mais c'est pareil, un énorme coup de cœur quand même. Ah bah bien sûr, il y a un travail remarquable qui est fait. Moi surtout, je trouve sur la psychologie des personnages et la capacité qu'ils ont à changer, à s'adapter. Alors des fois, c'est même pas une capacité, c'est quelque chose qui s'impose à eux et qui les marque et qui les change à vie, en bien comme en mal. Il y a des personnalités qui se sont révélées et tu sens aussi, je trouve, le travail qui a été fait sur l'impact de la guerre sur la fragilité émotionnelle des personnages. Et il y a un côté très humain qui se dégage de tous les personnages, qui est vraiment pas laissé au hasard, parce que chacun a ses failles, chacun a ses faiblesses. Il n'y a pas le héros chevaleresque sans peur et sans reproche qui va réussir de par sa force mentale à gérer tout ça. Il y a pour tous un moment de craquage, un moment de difficulté. La peur de mourir va révéler le caractère profond de chacun. Et d'ailleurs, l'auteur, justement, il utilise un outil narratif extrêmement facilitant pour ça. Ça va être justement cette fameuse ellipse qui va permettre de faire évoluer ces personnages de façon encore plus poussée. Oui. Parce que, je sais pas toi, mais moi, quand je regarde une œuvre, parfois j'arrive à la fin et je me dis « Ouais, mais ils deviennent quoi plus tard ?» tous ces personnages. Et là, en fait, on l'a même pas à la fin, on l'a presque au milieu. Donc en fait, on a encore le temps de les voir évoluer et de les voir grandir. Et cette ellipse, cette période de 3 ans, pour notamment le personnage d'Eren, ça appuie son changement de personnalité. C'est à part pour Eren, je trouve, au niveau de l'ellipse, parce que quand tu démarres la saison 4, donc t'es après les 2-3 années où il y a un blanc total, on ne sait pas ce qui s'est passé, on découvre un Eren qu'on ne connaît pas du tout. Il n'est pas pareil dans ses attitudes, il est plus du tout sanguin, il est devenu très posé, limite froid, donc on est plus sur la découverte d'un nouveau personnage. Oui, mais cette ellipse, justement, elle sert à la crédibilité de ce changement-là. Parce qu'Eren, c'est pas au moment où il a touché Historia qu'il est devenu tout chelou d'un coup et que ses potes, ils se sont rendus compte. Il a commencé oui, mais à l'être. C'était interne. Il fallait qu'il mette un peu de place dans ses sentiments, qu'il essaie de trouver tout ça. C'est peu à peu qu'il a distillé des informations montrant son changement de personnalité à ses amis jusqu'à arriver au moment où il veut où il leur montre qu'il faut le détester. Puis c'est ce qui rend aussi le personnage d'Eren aussi complexe. C'est un personnage à la fois détestable, à la fois adorable, mais qui est particulièrement incroyable tellement il est énigmatique. Il y a une complexité, une richesse hors norme sur ce personnage-là, et je me suis un petit peu creusé la tête, j'ai eu du mal à trouver une comparaison, un alter ego sur ce personnage, sur d'autres œuvres. Il est tellement en dehors du carcan des héros ou des personnages principaux que ça le rendait énigmatique au possible, avec un charisme de dingue. Il y a d'autres personnages qui sont intéressants dans le traitement, parce que même s'ils ont tous un gara design un petit peu sobre, ils ont tous une importance et une personnalité qui leur est propre. Si on développe un petit peu Mikasa, elle a un départ canon, badass à mort, future élite. Alors elle a une période un petit peu de down où elle, sa faiblesse arrive justement via ses sentiments par rapport à Eren, mais elle finit de manière magistrale. Il y a d'autres personnages qui sont aussi intéressants, par exemple comme Armin, qui est d'une importance capitale. Armin, c'est un symbole en fait. Dès le départ, c'est le symbole de la liberté, c'est le symbole de... c'est lui qui allume la mèche. Voilà, exactement. C'est celui qui donne l'impulsion à Eren de savoir ce qui va se passer en dehors de leur mur. Pour moi, c'est un symbole, et c'est pas pour rien que c'est par lui qu'on va découvrir réellement ce qui se passe.
Et c'est pas pour rien que ce personnage, il a une importance capitale dans le dernier épisode. Donc oui, moi, Armin, c'est un personnage que j'aime beaucoup personnellement. Je sais que toi, tu l'aimes pas trop. Ah ouais, moi je suis pas fan parce que j'ai beaucoup de mal avec les personnages qui ont tout le temps peur de se lancer, à chaque phase, Armin, il a un moment de doute, il ose pas, il a peur, et à chaque fois, ça complexifie un petit peu la situation. Après, ça, c'est son caractère qui est comme ça, qui fait de lui aussi quelqu'un de posé, de réfléchi, qui veut le bien de tout le monde. Là où je l'ai adoré, moi, Armin, c'est sur la toute fin. On apprend un petit peu tout grâce à lui, et c'est par ses interactions avec Eren, au final, où on se rend compte de l'importance qu'il a dans le cœur d'Eren et dans le cœur du récit. Moi, il y a vraiment une seule évolution que j'ai pas aimée. Ouais. C'est spoil, mais bon, pas vraiment, parce que là, à mon avis, si vous en êtes jusqu'ici... On a dit qu'on faisait notre maximum, mais on peut balancer 2-3 infos quand même. C'est le frère d'Eren, c'est Sieg. Ah ouais, alors moi, j'ai pas aimé non plus. Je suis dégoûtée parce que je trouve que c'est un personnage qui avait un charisme fou. C'est un personnage qui avait jusqu'au boutiste à mort, sûr de ses pensées. Tout à fait. Et je trouve qu'à la fin, il a une perte de confiance en lui qui est, pour moi, impossible sur un personnage de cette envergure-là. Ouais, il a un revirement de pensée, de point de vue qui se fait en 2 secondes. Après, est-ce qu'ils étaient... Bon, ils étaient peut-être obligés, narrativement parlant, de le faire comme ça. C'était trop soudain pour moi. Limite, au début, j'ai pas compris. Mais c'est vrai que si, moi, je suis comme toi, j'ai eu un petit peu de mal à accrocher à ce revirement de situation. Pour le coup, moi, le personnage que j'adore dans l'Attaque des Titans, c'est Jean. Ah oui. Parce que pour moi, c'est le personnage qui n'a fait que se bonifier. C'est vrai. Il a fait que monter en puissance dans l'œuvre. Il est passé on va dire, du petit premier de la classe qui veut pas se fouler, qui pense qu'à lui, qu'à son bien-être, qu'à son statut, qu'à ses positions, à une personne qui va se dévouer corps et âme pour les autres et qui va être là jusqu'au bout. Il a toujours été là. Et il a eu un développement très noble dans toute cette histoire-là. Oui, je suis d'accord avec toi, il est intéressant comme personnage. On retrouve quand même un point commun entre tous ces personnages, c'est le fait qu'ils démarrent tous, et ça je trouve c'est la force aussi de la narration. On a vraiment d'un côté les gentils, les méchants, il y a un côté très manichéen dans la première saison. Au tout début, effectivement. Voilà. Et même dans leurs réactions, ils sont extrêmement manichéens, je trouve. Ils sont très loyaux, rêveurs, voilà, ça reste des personnages typiques du shonen. Et en fait, à la fin, ils sont tous moralement ambigus. Il y a un personnage, pour moi, qui incarne vraiment ça, c'est le Major Erwin. Mon personnage préféré, mais 1000 fois. Parce que Erwin, il est quand même, d'un point de vue eldien, c'est un sauveur, c'est presque un super-héros, sauf qu'en fait, quand tu le regardes vraiment, tu te dis c'est un fou furieux, quoi, quand même. Le gars, il n'hésite pas à envoyer des milliers de gens à la mort pour une cause toute subjective. On parlait, tu sais, des ravages de la guerre, des ravages psychologiques de la guerre. Je trouve que lui, il incarne ce personnage qui... complètement endoctriné. Endoctriné, mais surtout qui... Il a complètement appuyé sur le bouton off de ses émotions parce qu'il s'est dit si on veut avancer, faut qu'il y ait quelqu'un qui endosse un petit peu cette responsabilité-là et qui doit faire les choix que personne veut faire. Donc il a préféré, lui, les prendre à la place des autres. Il passe pour un sans-cœur, mais tu sais qu'il n'est pas comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que des persos comme Rivaille, dont on n'a pas encore assez parlé, mais des persos comme Rivaille vont adhérer, vont le suivre, parce qu'il sait au fond de lui que Erwin, il est comme ça parce qu'il veut sauver tout le monde. En tout cas, un maximum de personnes. Après, Erwin, c'est quand même, sous une certaine forme, pour moi, c'est un terroriste. Exagère pas. Je suis désolée, mais c'est... excuse-moi, j'aurais dû dire le mot plus précis pour ce que je voulais dire. Kamikaze. C'est un kamikaze. Ouais. Oui, c'est un kamikaze. C'est vrai que quand je regardais l'animé, je me disais « Ouais, il est trop stylé ce personnage, je l'aime trop ». Et puis après, quand je me posais et que je réfléchissais 2 minutes, je me disais en fait, il a réussi à nous faire adorer un kamikaze. Mais parce que je pense qu'à ce moment-là, c'était le seul à pouvoir prendre ces décisions-là parce que personne voulait se mouiller et c'était la seule solution. Donc lui, il a réussi à motiver les troupes, à échafauder un plan et ils se sont lancés et ça a marché parce que t'arrives derrière en backup. Bon, je pense que t'as envie de parler de Rivaille, vas-y, je t'en prie. On est obligé, personnage mais surstylé.
Il y a rarement autant de charisme et de badassitude qui se dégagent de quelqu'un. Limite, au début, je trouvais ça trop. Je le trouvais trop à part dans le manga, où t'as l'impression que tout le monde peut mourir à tout moment. Lui, il était traité d'une manière quasi divine. C'était le symbole de la toute-puissance face au titan qui était inarrêtable. Et c'est vrai qu'à toute la moitié du récit, tu dis, Rivai, en fait, lui, il solutionne tout. Alors après, t'es obligé de l'aimer. Là, j'en ai encore des frissons quand on repense à l'affrontement entre Rivai et Sig. Et c'est ce que j'ai adoré, moi, dans le traitement de Rivai, c'est que dans le dernier tiers, il apparaît vulnérable, il apparaît plus fragile, il apparaît comme les autres personnages. C'est un homme comme un autre. Et de le voir malmené, de le voir blessé, de le voir meurtri, je veux pas dire que c'était un kiff parce que ça ferait de moi un gros psychopathe, mais ça m'a fait encore plus adhérer au personnage parce qu'en fait, c'était pas un dieu, c'était juste un homme qui avait des skills de ouf, quoi. Oui, et c'est vrai que en fait, ce qui est bien, c'est sa relation avec son antagoniste principal qui est Sig, et voir sa perte de contrôle face à Sig. Moi, je trouve ça génial quand il voit là, par exemple, quand on voit la haine qu'il a jusqu'au bout contre lui parce qu'il n'a pas réussi à le tuer. Ouais, et puis il y avait énormément de culpabilité qui se dégageait de Rivai parce que Sig, il l'a eu plusieurs fois en joue. Il l'a raté sur le premier affrontement et il l'a raté, rappelle-toi, quand il l'avait capturé, et il s'est encore fait avoir. Et Rivai, il a une fierté, un ego surdimensionné. Et il y avait aussi, je pense, cette haine de la défaite qui passait pas. Ah tout à fait, de la défaite. Et puis surtout, moi je trouve aussi de la défaite face à un être mais clownesque, parce que la manière dont Sig se barre quand il est dans la forêt. Mais ouais, je veux dire, il n'y a pas de respect, quoi. Non, il y a zéro respect. Puis c'est vrai que t'as envie de lui jeter des cailloux à ce mec. Hein. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé Rivai, ça c'est sûr. Moi, je voulais également parler de l'évolution de Reiner. Deuxième meilleur personnage. Ouais, peut-être pas meilleur personnage pour moi, mais en tout cas, personnage extrêmement intéressant. Personnage, pour le coup, qui est, je trouve, réaliste. Oui. On parlait de la psychologie, de cette difficulté. Là, quand on parle de stress post-traumatique, je pense que là, on est en plein dedans. J'aime les inversions de personnages qu'on va retrouver entre lui et Eren. J'aime toutes leurs interactions où ils sont 2 à 2. Et ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais il y a vraiment des effets miroirs entre eux qui sont présents pendant tout l'animé. Et ça, j'ai adoré. Mais tu vois, moi, Reiner, il me fait, moi, pour le coup, beaucoup penser à Armin. Je trouve que c'est quelqu'un de foncièrement gentil. Ah non. Ah si, pour moi, c'est quelqu'un de foncièrement gentil, mais qui subit la réalité de la guerre et qui est forcé à faire plein de choses auxquelles il ne croit pas, plein de choses qui le débectent, qui le dégoûtent, mais il agit en bon petit soldat et psychologiquement, ça le fissure. Et tu sens que ça le ronge, que ça le pèse, qu'il est en doute constant de ce qu'il fait par rapport à Annie, par rapport à ses potes du bataillon d'exploration, par rapport à ses trahisons. Ça le ronge au plus profond de lui-même. Et c'est aussi pour ça qu'à la fin, c'est pas qu'il est pote avec tout le monde, mais comme s'il attendait qu'une chose, c'est de voir que ses anciens compagnons l'aiment toujours et lui font toujours confiance, parce qu'il a foncièrement envie d'être aimé et d'aider un petit peu tout le monde. Il est pas aussi pragmatique que le rôle qu'il devrait avoir. Ah, moi, c'est marrant, je le vois pas du tout comme ça. Chacun sa route. Il y a plein de lectures possibles. Exactement. Mais du coup, toi, tu voulais nous dire quoi sur Reiner ? Parce que je t'ai coupé la chic. Oui, et en fait, ce que je voulais dire sur Reiner, c'est justement que moi, j'aime son évolution, parce que Reiner, justement, il passe du soldat presque lobotomisé, pour moi, à un être plein de questionnements, quelqu'un plein de doutes, quelqu'un qui, après, quand il rentre à Mar, pour moi, il est complètement dépressif. Je trouve ça hyper intéressant de mettre en place un personnage comme ça, qui se bat plus pour lui-même, mais qui se bat plus que pour les autres, et parce qu'il pense que là est sa place. Mais Reiner, pour moi, c'est le personnage qui est le jouet du destin.
qui est le jouet de toutes les grandes forces qui se passent dans le manga. Et pour moi, Reiner, c'est entre guillemets la vraie victime de cette histoire. Je pense qu'il a été un petit peu influencé par Eren. Et en fait, Eren a fait ce que Reiner, pour moi, n'a pas réussi à faire, à savoir se soulever contre une situation qui le débecte. Influence d'Eren et du bataillon d'exploration l'a fait un petit peu s'émanciper de la hiérarchie. Et il a compris, peut-être un petit peu tard, mais avant beaucoup de personnages, que c'était ni blanc ni noir, c'était beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, c'est juste deux camps qui subissent la tristesse et les ravages de la guerre. Mais moi j'aimerais revenir un petit peu sur l'ellipse dont tu parlais, parce que c'est vrai que je trouve que la temporalité a une part très 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 importante qui est énormément développée en deuxième partie de récit. Comme on l'avait dit, il y a l'ellipse qui nous a fait découvrir un nouvel Eren, un nouveau monde et le point de vue au final d'un autre camp, d'une autre nation. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je m'y attendais mais pas du tout. Ouais. Parce que pour moi on allait continuer à suivre justement le point de vue d'Eren et de tout le monde qui traverse l'océan. Mais comme je m'attendais pas à reprendre ça de l'autre côté avec le point de vue des autres, j'ai trouvé que l'ellipse avait été utilisée de manière géniale. Mieux que ce qu'on peut voir dans certaines œuvres. Dans One Piece par exemple, l'ellipse elle est là juste pour faire avancer un peu les choses et justifier un power-up. Et là j'ai trouvé qu'elle a été utilisée avec beaucoup plus de justesse et d'intelligence. Oui, pour moi la temporalité de toute façon c'est le point fort du manga. L'ellipse elle est génialement bien orchestrée je dirais, notamment simplement avec le générique du début de la 4e saison. Je ne sais pas si tu te souviens de ce générique sur une musique hyper sympa. En fait, on n'a que des bombes, des soldats qui marchent au pas. On ne voit quasiment... Seconde Guerre mondiale. On ne voit quasiment pas... Je ne sais même pas si on voit les personnages principaux. Et en fait, là, d'un coup, tu te dis... Non, mais où est-ce que je suis ? Je ne suis plus dans le même monde. J'ai raté une saison. Et là, en fait, c'est littéralement ça. Oui, tu n'es plus dans le même monde, t'es plus à Paradis, chez les Eldiens, t'es à Mar. Ouais. Et en plus, tu commences avec un conflit qui n'est même pas le conflit entre les Mar et les Eldiens. C'est vraiment le conflit encore avec, je sais plus c'est quel pays de l'Orient, mais en fait, tu commences par une guerre, et là, tout est remis en cause, parce que même là, tu te rends compte que les titans, que les Mar utilisent comme des armes, commencent à être presque désuets face à l'armement. La technologie est en train de rattraper et rééquilibrer la balance. Ouais, et là, je trouve que d'un coup, on part dans la première saison de, je vais exagérer, de 800 km² de terrain avec... c'est avec la Corse des murs versus le reste du monde peu qui se passe. Et là, tu pars après dans des conflits géopolitiques énormes. Je trouve que c'est génialissime. Et grâce à son ellipse, il a pu faire vraiment plein de choses hyper intéressantes. En fait, on part d'une petite région qui essaye de lutter tant bien que mal derrière ses murs face aux titans, et on se retrouve plongé au cœur d'un conflit planétaire. Et ça a été amené d'une main de maître. Et en plus de ça, l'ellipse, elle se juxtapose avec une boucle temporelle qui a commencé à apparaître au moment de la rencontre entre Historia et Eren, quand ils se sont touchés. Où là, c'est ce qui a marqué le début de changement d'attitude d'Eren. Et c'est très, très, très touchy d'inclure de la boucle temporelle ou ce mélange passé, présent et futur dans une œuvre, parce que c'est à manier avec grande précaution. Cette boucle temporelle, je dirais même qu'elle démarre au moment où on a les souvenirs du père d'Eren et qu'il y a la chouette qui lui dit, avant de lui donner le titan assaillant, et qui lui dit « protège Mikasa et Armin ». Et là, on se dit, et là d'un coup, on se dit « waouh, il y a des temporalités qui sont... » Il y a le mal de tête qui arrive. Là, il y a le mal de tête qui arrive, exactement. Mais là, déjà, rien que dans cette scène-là, on se dit « ah, il y a des choses qui sont très louches ». Effectivement, cette boucle temporelle, elle est plus que suggérée, je dirais. Elle est même annoncée vers la fin. Elle est suggérée de manière bien appuyée. Pour moi, ça allait se terminer sur une boucle temporelle
Je suis heureuse que le mangaka n'ait pas fait Ah ça. ouais, mais complètement. Mais pour moi, j'étais sûre qu'on allait redémarrer sur la scène du début. Je suis vraiment contente que ça soit pas le cas. Bah, c'est pour ça que je parlais de choses un petit peu touchy, c'est que généralement, quand on part sur de la boucle temporelle, c'est l'introduction et la conclusion qui se mêlent. Et pour sortir de ça, pour le coup, c'est super compliqué. Même si c'est un élément central, il en a pas fait l'explication de tout d'une manière un petit peu je fais une pirouette et ça passe. Oui, mais c'est vrai que cette notion de temporalité, elle est hyper importante dans le manga parce que moi justement, je vais te parler de ce que je l'ai auto-appelé comme ça, les effets miroirs en fait dans le manga. C'est qu'il y a des scènes qui ont une certaine récurrence, mais avec des personnages différents. Notamment la scène de départ où Mikasa demande à Eren pourquoi il pleure. Et cette scène-là, on la retrouve dans la dernière saison, mais en inversé, avec Eren qui demande à Mikasa pourquoi elle pleure. Donc ça, déjà, il y a un miroir là-dessus. On a également un effet miroir, moi je trouve, dès le début de la saison 4, avec Eren qui ravage littéralement la ville de Mar, avec lui en titan, et avec également l'aide de ses acolytes, dont le titan colossal qui va arriver. Pour moi, c'est un miroir complet de l'attaque de Paradis au départ. On a également pour moi, alors là je dirais pas que c'est un effet miroir, mais pour moi c'est quand même c'est que tu disais tout à l'heure qu'Eren t'arrive pas à lui trouver d'alter ego, mais pour moi son alter ego il est dans l'animé, et c'est le personnage de Gabi. Gabi, en fait, c'est un personnage apparemment, moi je l'aime beaucoup ce personnage, mais c'est un personnage qui apparemment, et je peux comprendre pourquoi, est détesté de partout. Elle a buté Sacha. Oui, bon, spoil, voilà. Ouais, non, mais Elle ça a c'est buté, bon, voilà. ça fait 3 ans Donc, qu'on l'a vu. Donc Gabi est détestée, mais en fait, Gabi, c'est juste Eren, en fait. C'est juste qu'elle est du côté des Mar. Mais c'est exactement la même chose. Une gamine qui a la haine parce qu'elle a vu des gens qu'elle aimait se faire tuer. Une gamine qui, par contre, va, une fois qu'elle aura la vérité devant les yeux, prendre de la distance par rapport à tout ça. Et elle, à la différence d'Eren, va choisir de privilégier la relation, le contact, sa famille, parce qu'elle a eu la ses chance, proches. elle a eu la chance qu'on lui apporte la vérité, qu'on lui apporte les informations qu'Eren n'a pas eu et a dû trouver tout seul, sauf que c'était trop tard. Il est allé trop loin dans sa haine par rapport à toute cette situation-là, par rapport à tout le monde. En fait, Gabi, là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'elle a le même développement, le même point de départ, la même construction, mais elle a eu la chance d'être accompagnée, recueillie par des personnes qui lui ont fait un petit peu ouvrir les yeux sur la réalité et sur la nuance, sur qui l'ont fait sortir en fait de ce côté manichéen. Il n'y a pas les grands méchants et nous on est les grands gentils. Il y a une situation qui dépasse un petit peu tout le monde. Elle a eu cette chance-là de pouvoir s'en sortir avec l'aide de certaines personnes. Tout à fait. Il y a également quelque chose, alors ça j'avoue, je l'ai un peu trouvé sur internet, qui également pour moi est un effet miroir, c'est qu'on a vraiment la même scène avec Armin qui se passe dans la première et dans la dernière saison. Au moment, alors la première c'est quand il est à Paradis et qu'il y a Eren qui s'est transformé en titan, et là il y a, je sais plus, un chef d'escouade qui lui dit mais est-ce que vous êtes des titans ou des hommes ? Et à la fin, dans le dernier chapitre, à la fin, quand c'est la fin, il y a le chef des Mar, il y a également un colonel des Mar qui leur dit mais vous êtes des titans ou vous êtes des humains ? Oui. Et tu vois, là, c'est la même scène dit, et à chaque fois, je trouve ça génial parce que c'est toujours dit par le camp adverse. Et en fait, tu te dis, je pense que c'est la répétition de toutes ces scènes-là qui sont un petit peu le résumé de ce que voulait peut-être nous faire passer l'auteur, à savoir que le conflit, la guerre, ce n'est qu'une répétition incessante. En fait, cette boucle temporelle-là, elle est double. C'est-à-dire que tu as le côté Eren qui vit vraiment une boucle temporelle, et tu as aussi le genre humain qui est cyclique dans ses interactions, qui va alterner des phases de paix, des phases de guerre, parce que c'est inscrit en nous que c'est censé se répéter. Oui. Et ça, tu le ressens sur les derniers instants, la dernière heure de l'attaque des Titans, c'est mis en avant de main de maître.
Du coup, ce qui nous amène à parler un petit peu plus du film, du dernier film. chapitre. Qui pour moi, ce dernier chapitre-là, c'était on veut savoir ce qu'Eren il a dans la tête. Oui. On veut comprendre. En fait, on limite comment ça se finit. Moi, j'en avais plus rien à faire. Je vais juste comprendre. Parce que est-ce que je suis le héros de l'histoire ? Est-ce que je suis en train de suivre le grand méchant de l'histoire ? Est-ce que il va nous montrer qu'il est pas si méchant ? Est-ce qu'il est encore plus méchant ? C'était impossible de savoir ce qui allait se passer. Moi, peu importe comment ça finit, mais je voulais juste comprendre ce qu'il avait dans sa tête, parce que depuis l'ellipse, on voit un personnage qui est très froid, qui a aucune émotion, qui laisse rien transparaître, et c'est impossible. Mais impossible de savoir ce qu'il y a dans la tête. On peut avoir des idées, des théories, des choses comme ça, mais il n'y a que lui, à ce moment-là, et jusqu'à la fin, qui a la clé de l'histoire. L'auteur se fait un malin de plaisir de nous mettre exactement au même niveau que Armin, Mikasa, Jean. Il fait exprès il pourrait, dans son... Oui, on est dans la même galère. Voilà, il pourrait, dans sa narration, nous donner le point de vue d'Eren, mais il choisit de ne pas le faire pour que nous aussi, on vive la même chose qu'eux. Ce qui est extrêmement frustrant. C'était très frustrant. Mais au moins, on a eu toutes nos réponses, et ça, c'était bien, parce que quand tu découpes le dernier film, il y a une première demi-heure d'accroche qui est incroyable dans l'animation, dans tout ce qui se passe, dans le dynamisme, dans l'affrontement. Eren versus le reste du monde. Et après, on a tout ce qu'on voulait. Les dernières 30-40 minutes où on a les scénettes qu'on voulait, les explications, les interactions, les adieux, les bonjours, les réconciliations, les guerres. Il y avait tout ce qu'il fallait à ce niveau-là, et c'était vraiment un pur kiff. Ouais, et puis surtout, mention spéciale au générique de fin, qui nous apporte encore le générique de fin, qui est parfois quelque chose qu'on zappe. Il y a des gens qui ne regardent pas les génériques de fin, on est d'accord. En fait, si tu loupes le générique de fin, pour moi, là, dans le manga, tu loupes le manga, en fait. Tu loupes tout l'intérêt de tout le manga, de toute l'histoire. Je l'ai trouvé vraiment génial. Et, en fait, tu t'es ni content, ni déçu. Tu finis un petit peu en demi-teinte. T'es un peu fataliste. T'es fataliste. Tu dis, paye ton espoir, paye ton genre humain. Et c'était perturbant. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça, mais perturbant dans le bon sens du terme. C'est que l'œuvre est restée fidèle à elle-même. Moi, j'avais quand même beaucoup d'appréhension sur la fin. J'avais peur que la fin soit trop tragique. Tu sais, en mode Évangélion. Tu vois, parce que moi, j'ai trouvé beaucoup d'Évangélion dans l'atmosphère de l'attaque des Titans. Oui, c'est vrai. T'as ce côté très pesant, très lourd, les personnages, psychologiquement, ils sont fatigués, il y a un côté très dramatique. Cette lourdeur-là, je la retrouve. Mais Évangélion, c'est l'échafaud, quoi. C'est l'escalade vers le côté dramatique. Là, tu finis avec quelque chose de très ambivalent, très nuancé, et j'ai été agréablement surpris parce que c'est vachement plus profond qu'une belle fin ou qu'une fin tragique. De toute façon, réussir une fin, c'est mission impossible. Ouais, t'auras forcément des déçus. De toute manière, tu peux pas réussir une fin parce que la fin, ça veut dire que ça s'arrête. Et nous, on n'a pas envie que ça s'arrête. On a toujours envie que ça continue. Ouais, mais... on veut en savoir toujours plus. Là, je trouve qu'il a quand même réussi à faire un tour d'horizon quasiment parfait. J'ai quand même des bémols sur notamment la scène où ils sont dans le bateau et là et que tu les vois se préparer, surtout d'ailleurs sur Rainer, que je trouve qui est bien trop jovial pour un mec qui a vécu autant de trucs compliqués. Alors on peut dire que c'est une reconstruction post-guerre, mais t'es pas spécialement convaincu par cette scène-là. Sur le reste, j'ai trouvé ça vraiment topissime. Oui, alors moi je suis d'accord avec toi. Ce que j'ai bien aimé pour le coup, c'est l'attitude de Jean. Moi je trouve que c'est la petite bouffée d'air frais qui est là, qui se recoiffe, il dit ça y est, maintenant la guerre c'est terminé, on va pouvoir un petit peu pécho, ça apporte un petit peu de légèreté. Et par rapport à Rainer que tu trouves un peu trop jovial, je pense que tout ce qui s'est passé, eux ils se disent maintenant on a la chance de pouvoir vivre, il faut qu'on la saisisse. Oui, et je pense que le message c'est ça. Ouais, et peut-être qu'il y a aussi une notion d'oubli. Il vaut mieux oublier et vivre sa vie, et c'est aussi le fait d'oublier, c'est ce qui nous permet de refaire la guerre plus tard. Donc ça va aussi peut-être dans la boucle temporelle de l'écrivain.
Ok, et ben écoute, Après- moi je pense qu'on peut pas non plus trop en dire parce que là Non, on risque de spoiler très l'idée, fort. c'est pas de tout balancer. Alors, regardez-le, regardez tout, parce que c'est vraiment trop cool. Et tu parlais d'infos que tu avais piochées sur Internet. C'est une œuvre qui est tellement complexe, qui soulève tellement de questions. Internet, les sites qui vont décortiquer tout ça, c'est passionnant. En tout cas, pour conclure un petit peu tout ça, que dire à part que pour moi, ça fait partie des œuvres en fait que j'aimerais oublier pour pouvoir les redécouvrir. Il y en a peu des œuvres comme ça. Je vais penser au Seigneur des Anneaux, je vais penser à Breaking Bad, je vais penser à des sagas comme Final Fantasy ou Zelda. C'est dans mon panthéon des œuvres que j'aimerais mais complètement zapper. Et pouvoir les redécouvrir tellement c'était génial. Et on en revient aussi sur ce qu'on disait, cette œuvre qui est pensée du début à la fin. Pourquoi il s'est arrêté au bon moment et il n'en a pas trop fait, c'est qu'il était sûr de ce qu'il allait avancer. Et en tout cas, pour moi, tout était parfait du début jusqu'à la fin. Et je pense qu'il ne faut vraiment, vraiment pas passer à côté. Ça serait trop dommage. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, vraiment, quand on a terminé l'épisode et que ça y est, c'était terminé, là, moi, je me suis dit, ok, pour moi, ça n'est pas un divertissement qu'on vient de terminer. Pour moi, c'est une expérience qu'on a terminée. Moi, j'ai vécu des sensations fortes. Je me suis questionnée aussi. J'ai trouvé que c'était, pour moi, franchement, je le conseille à tout le monde. C'est comment vivre des sensations fortes, des sensations inoubliables tout en restant dans son canapé. Allez-y, parce que vous allez vivre des super choses. C'est tellement vrai. En tout cas, voilà. On espère que ça vous a plu et que surtout, on vous a pas lâché un spoil comme ça au détour de notre passion. Mais c'est très 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 difficile de pas s'enflammer quand on parle de ce titre incroyable. On se retrouve très bientôt pour vous parler des types d'œuvres qui nous accompagnent avec l'arrivée du froid. Merci de nous avoir écoutés et à très vite les geekos. Bye bye. Bye bye.